Y a-t-il cet essai sous le titre Y a-t-il des transgressions heureuses? Je vais m'attaquer à ce sujet qui est éminemment, éminemment difficile. Ce n'est pas, ce n'est pas acquis que je puisse trouver des angles d'attaque qui puissent être euh, intéressants, novateurs. Et vraiment, je vais de suite, j'alerte sur le fait que je vais procéder à une autocensure, il y a des pistes, il y a des choses que je vais mettre en avant et des choses que je ne vais pas, auxquelles je ne vais pas du tout, euh, j'allais dire m'attaquer, où je vais pratiquer une certaine sélection, une certaine discrimination. Pourquoi cela? Cela est évident parce que c'est un sujet qui touche un peu à un certain intime et donc il y a un risque à, à jeter, à faire éclater cela et donc à le rendre public et donc au risque de voir la démarche un peu moins comprise, la démarche moins tolérée. Et donc je garde une certaine mesure, une certaine discipline, mais je vais m'attaquer, je vais parler du sujet, du thème, d'une façon un peu générale. Et ce sera toujours ma façon, quoi qu'il en puisse en être, ce sera ma façon à moi de procéder à ce traitement. Donc, les transgressions, certaines sociétés sont plus touchées, sont plus sujettes à la production à la production d'actes transgressifs. Certaines sociétés ne le sont beaucoup moins parce qu'il y a eu des tabous qui ont été levés, il y a eu des questions qui ont été comment dire, réglées, la marge de manœuvre de l'individu a été largement rendue, largement comment dire, euh, capacitant dans le sens où elle permet à l'individu de vivre avec une marge d'action qui est très, très large, très, très grande, contrairement à d'autres sociétés qui contrôlent tout de l'apparence à la parole, qui exerce un contrôle sur la gestion de la vie privée d'un individu, le forçant par là même à la dissimulation, etc., etc. Donc les transgressions, ce serait plutôt... j'y avais pensé la dernière fois et je me suis dit, on demande de transgression à un certain âge de sa vie. Dans cette recherche de l'établissement d'un territoire propre, on transgresse les territoires symboliques du père ou de la société symbolisée par le père, dont le père se revendique, dans la société des adultes. Après, on s'attaque à ce qui est quelque part fondamental, on s'attaque aussi aux éléments du sacré, on s'attaque aussi à ce qui est le fond commun de tous, c'est-à-dire un certain fétichisme ou un certain rapport particulier à des traditions, à des comportements, à des rituels. Mais autant le jeune adulte trouve de l'intérêt dans la confrontation, parfois tendue, autant l'individu âgé a beaucoup moins, comment dire, de raisons de pratiquer la transgression. Il est évident qu'il y a des gens, la transgression pour eux, ça serait de reconnaître que
la société dont on vient est une société qui est déterminée par un tel type de comportement et que quelque part il faut passer au stade de la reconnaissance d'un, comment dire, il faut, comment dire, être franc avec soi-même et dire qu'il y a des travers et que ces travers-là sont à reconnaître, sont à, à ces travers ne doivent plus exister. Il y a forme par rapport à la violence et quelque part il peut y avoir un rapport particulier, une société vis-à-vis d'une certaine comment dire euh, d'une certaine pratique de la violence, d'une certaine je ne trouve pas le terme, le fait de donner la mort, d'une certaine bon, je laisse tomber, donc j'arrive pas à me concentrer parce que ce travail de sélection est un travail qui obligatoirement enlève les éléments les plus saillants. Mais de toute façon, rien n'est devenu n'est d'actualité. Il s'agit, s'il y avait une volonté, une envie, un besoin, une nécessité, peu importe le mot, de se confronter au père, il y a bien longtemps que cela n'est plus d'actualité, que cela ne joue pas un rôle important. L'âge, il fait l'absence d'adversaires potentiels, l'absence de scène, de position, et aussi le fait qu'on ne peut pas passer une grande partie de sa vie à vouloir détruire ce qui fait le fondement ou les fondements d'une société ou d'une manière de vivre, une manière de penser, une manière de symboliser, une manière d'être à soi, aux autres, au monde, etc. Donc à un moment donné, cela doit cesser. De toutes les façons, il y a un élément qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est le fait d'être en France. À un moment donné, on se trouve en transgression, mais cela n'est pas visible. Les transgressions faites par des gens venus de l'extérieur en France ne sont pas ressenties en tant que telles, parce que cette société a son mode de fonctionnement, a ses territoires, à ses blocages. Mais ma démarche à moi ne cherchait pas à transgresser ces territoires, à transgresser ces symboles-là. Donc j'avais mes propres priorités, j'allais dire, mes propres sujets de transgression. Et donc, quoi qu'il en soit, cette société, comme elle n'a pas d'intérêt, elle ne, comme il n'est pas possible de créer les conditions de l'affirmation de l'opposition, de la transgression, le besoin ou la motivation pour transgresser finit par s'épuiser, par s'amenuiser, et puis elle finit par être reléguée dans un no man's land mental ou intellectuel. Et donc, par-delà même, elle est expulsée hors de soi, quelque part. Elle est exilée, elle est mise à l'extérieur de soi. Donc, fondamentalement, cela est un élément déterminant. Ce n'est pas parce que le, peut-être qu'il y avait une stratégie de la part de la personne, ma part en l'occurrence. La sortie vers la France était peut-être nécessaire parce que j'aurais peut-être
échoué à exister en tant que transgresseur et que quelque part cela m'aurait occasionné un certain nombre de, comment dire, de désagréments que je n'aurais pas été en mesure de gérer, comme on dit. Donc la fuite peut-être, d'une certaine façon, une fuite déguisée vers la France est peut-être la solution de compromis que j'ai trouvée. Mais il y a des compromis qui coûtent tellement qu'on se demande après coup si on a eu raison d'y avoir recours. Est-ce que j'ai eu raison de pratiquer cette fuite? Et la société d'origine, ma société d'origine a continué de progresser, a continué de vivre. Et donc, il y a eu des éléments de régression, mais il y a eu aussi des éléments de dépassement. Et je n'ai été en aucun cas un acteur de ce qui a pu se passer. Les choses se passent en dehors de moi. Il y a des gens pour jouer le rôle soit de conservateur, soit de dépasseur, et cela, et moi je n'en fais pas partie. Donc le mot reste, le concept de la transgression reste, mais il n'est pas opératoire. Il y a, euh, il y a, comment dire, il n'est pas une obsession, il n'est pas une urgence, il n'acquiert plus du tout le statut d'urgent. Cela est la force, toute la force de la personne passe dans la création d'accommodation ou d'accommodement avec la société française et créer comment dire, essayer de réussir dans son approche de cette société qui est une approche qui demande un investissement fort et qui épuise et qui devient le combat essentiel, la bataille de toute une vie, avec aussi comme conséquence que cela ne nous permet pas de mener les autres batailles qui étaient elles autrement plus intéressantes. S'épuiser à essayer d'exister dans cet espace social, symbolique, intellectuel, économique, cela n'apporte que peu d'intérêt en fin de compte. Il ne permet pas de s'inscrire en tant qu'acteur plein et dans la continuité aussi de sa propre histoire. Il faut, pour vivre, il faut s'amputer d'une bonne partie de son histoire, pour vivre en France, j'entends, et une bonne partie de ce qui fait sa spécificité, je peux dire sa tendance à la transgression. Il reste les territoires de transgression qui restent en France, en plus du côté des pratiques sexuelles que des pratiques autres. Il n'y a pas de... Il reste ces territoires-là et c'est une minorité vraiment très marginale qui est touchée par cette problématique de savoir à quel niveau placer le curseur de la transgression. Il y a des gens qui sont des adeptes de certaines pratiques extrêmes et ils voudraient qu'on les leur autorise et quelque part leur permette de s'adonner à leur penchant. Donc il y a cela, mais côté ce qui est la religion d'État, d'ailleurs il n'y a pas de religion d'État, il n'y a pas de religion dominante qui impose son rythme, qui impose ses canons, qui impose ses limites, qui impose sa façon de voir. Bien sûr, cette religion, la religion dominante, autrefois dominante, est présente, mais d'une façon très diluée. Et les moments de confrontation sont déjà passés et à date de plus d'un siècle, ce qui fait que
moi j'arrive longtemps après la bataille, et donc quelque part, je n'ai rien, je n'ai pas de bataille à mener en France pour essayer de gagner sur l'histoire, sur ce qui fait la, le besoin de transgresser. Peut-être la transgression, une forme de transgression serait que les Français acceptent les autres, les étrangers, comme, et les considèrent comme des êtres égaux, ce qu'un Français ordinaire n'est pas outillé dans le sens où il a grandi dans un certain récit, il a grandi dans l'idée de la grandeur de son pays et que tous les gens, les anciens dominés qui viennent en France, sont quelque part dans une certaine dans une position secondaire, dans une certaine forme d'affiliation, d'appartenance, ne sont pas encore des sujets à plein, comment dire, qui peuvent prétendre à une égalité concrète, symbolique et tout et tout. Donc donc ça serait transgresser ce fond, comme on dit, colonial, ce fond de cet inconscient, ce pensée coloniale, pour essayer, pour faire exister l'autre, pour accepter l'autre dans sa spécificité, mais aussi dans ce qui le relie à soi, ce qui est le fond commun de tout être humain, de tout groupe humain, chose qui évidemment nous lie et font de nous une espèce unie, malgré les divisions linguistiques, historiques, géographiques, etc. Nous sommes évidemment une seule et même espèce, mais cela n'est pas quelque chose qui va de soi. On continue de maintenir un discours de séparation, un discours de spécification. On passe de la race à la couleur, on crée toujours une catégorie pour diviser, au lieu de créer des éléments de rassemblement. Il y a un discours qui absolument cherche à singulariser et il ne cherche absolument pas à comment dire, à, à jeter des ponts, à créer de la jonction et un discours presque une sorte de ségrégation volontaire, le maintien d'une certaine... il y a de la xénophobie dans cette histoire-là, dans le sens où je n'aime pas l'autre, c'est pour cela que je ne veux point lui ressembler, je ne veux point m'en réclamer. Et je veux garder ma singularité propre, la garder aussi pure que possible. Cette idée de la pureté, cette idée de la particularité. Et donc, il y a donc quelque part peu, en insistant un peu, trouver quelques éléments, la transgression dans cette histoire-là. Si je reviens au thème qui est de savoir s'il existe des transgressions heureuses, on peut être en transgression silencieuse, c'est-à-dire non parlée, c'est-à-dire non visible à l'extérieur. Il y a dans tout le processus d'affiliation, le processus d'appartenance, il peut y avoir des infidélités, il peut y avoir des sorties, il peut y avoir des ruptures. Et dans ce processus de rupture, il y a de la transgression, car sortir du groupe, même de façon non verbalisée, et
et quelque part le meilleur moyen pour tomber comme dans le trou sans fond, ce trou de la perte de repère. Quand on quitte un territoire, on n'est pas assuré d'en trouver un autre de remplacement. Il y a des éléments. Donc, à ce niveau-là, on peut douter de la validité, de la pertinence de la transgression. Si la transgression doit vous rendre isolé, doit vous rendre séparé de ceux qui, quelque part, avec lesquels vous pouviez communiquer le mieux, le plus possible, si vous devez vous détacher de cela et quelque part ne pas avoir d'existence satisfaisante, ne pas avoir d'appartenance alternative, quand vous n'arrivez pas à réaliser cela, vous avez sacrifié une bonne partie de vous-même, mais vous l'avez sacrifié quelque part et vous êtes amputé, vous êtes exclu d'une grande partie de ce qui fait votre mode de vie, votre mode de représentation, etc., etc. Donc, quelque part, il n'est pas possible de parler d'une transgression heureuse a priori, puisque les, l'observation concrète de cela, l'observation quotidienne, conduit à ce que cela soit confirmé. Il n'y a pas, comme disait l'autre, il n'y a pas d'amour heureux, il n'y a pas de transgression heureuse. C'est la transgression, c'est la porte ouverte à tous les conflits irrésolus. Il n'est pas possible, ça ne se résout pas. Et certaines transgressions ne conduisent à aucune issue valable. Ça vous laisse en plein milieu du chemin, vous n'osez ni revenir en arrière, ni continuer à avancer. Vous êtes en situation de blocage, vous êtes immobile. Chaque pas vous enlève, vous obère la possibilité que vous avez soit de faire, soit de défaire. Vous n'avez pas le choix et dans l'approche que vous avez sur la quantité, sur ce qui sur la quantité par rapport à ce qu'il faut garder, ce qu'il faut rejeter, ce qu'il faut jeter. Et il n'est pas possible de faire l'équilibre, de trouver la bonne mesure entre les deux. Il n'est pas possible de dire je me déleste de tant de choses, par ailleurs je vais avoir en échange. Il n'est pas, comme on dit, la nature a horreur du vide, mais finalement, dans ce cas précis, c'est le vide qui prend la place de ce plein qu'on a mis de côté, qu'on a évacué. C'est un vide. Et vous pouvez passer toute votre vie à essayer de trouver de quoi combler ce vide. Il y a quelques éléments comme ça d'emprunt, il y a des éléments provisoires, il y a des éléments un peu instables, sans réellement de densité. Il y a des éléments comme ça, vous pouvez rajouter, emprunter par-ci, par-là. Et cela ne constitue pas un continuum, cela ne constitue pas un univers, une totalité. Cela est du plâtrage, cela est du bricolage à tous les niveaux. Et donc, vous êtes à tout moment, vous êtes sous la menace d'une rupture, que ce bricolage, que ce travail, ces pièces rapportées se détachent
et, et que tout l'édifice s'écroule. Et, et voilà, donc il y a donc la permanence de ce sentiment de vide et donc ça se traduit par un questionnement permanent, ça se traduit par une quête bien ou mal formulée, bien à propos ou pas, une quête donc multiforme et qui a tendance à devenir harassante, à devenir exaspérante pour l'entourage. Il y a une demande, comment dire, il y a une demande de sens, il y a donnez-moi un sens, ça peut se traduire comme cela à l'entourage, donnez-moi un sens, permettez que ma vie puisse avoir un sens. Donc c'est cela, c'est perdre le sens véritable, premier, le sens qui était donné comme ça, qui était accordé à tout natif d'un lieu particulier. Il y a comme, comme de façon mécanique l'octroi d'un certain nombre de références, d'un certain nombre d'éléments de représentation, de repères, et ces repères doivent servir tout le restant de la vie de la personne. Donc, ces repères étant l'accumulation de tout d'apports sur un certain nombre de siècles, voire de millénaires. Et c'est quoi la, la capacité de l'individu seul à créer, comment dire, un univers aussi dense, aussi multiréférentiel, aussi complet. Il n'est pas possible, en l'espace d'une vie, de faire cela, en l'espace d'une vie productive. Dire, de 30 à 60 ans, il n'est pas possible tout seul, c'est que 30 ans, une trentaine d'années qu'on a. Alors, c'est quoi 30, ça vaut quoi 30 ans devant 2 millénaires, 3 millénaires? Et quand vous voulez établir par exemple un rapport, non pas neutre, mais un rapport presque, quand vous voulez essayer de sortir d'un certain nombre de rapports de causalité, rapports d'affiliation, rapports de, comment dire, quand vous êtes projeter quelque part une certaine autonomie, voire une certaine émancipation de ce que vous pouvez considérer comme des éléments comme un lest, comme un poids sans intérêt. Un lest, ça doit avoir une utilisation bien précise, sinon ce n'est qu'un point mort, il ne sert à rien. Donc, sinon, c'est un boulet. Un lest, ce n'est pas un boulet. Un boulet, c'est fait pour retenir l'individu, pour l'empêcher de se mouvoir normalement, pour ralentir sa capacité à bouger. Et donc, c'est une contrainte. Un lest, c'est quelque chose qui a une utilité et qui est utilisé dans un, comment dire, dans un temps bien précis, dans une occupation bien particulière. Il sert à un but précis. Et il est plutôt bienvenu que l'inverse. Et donc, il y a des lestes. Vous êtes lesté ou vous êtes aussi emboulé, vous avez déboulé. Donc, quelque part,
faire la différence entre ce qui est le boulet et ce qui est le lest. Et fondamentalement, il n'est pas évident que de réussir dans cette opération de repérage, une opération de différenciation. Donc le problème, c'est aussi l'individu qui, dans ce travail, dans ce rapport à la transgression, à la validité enfin, de, de, de tout travail, de tout projet de transgression, l'individu aussi, quelque part, peut poser la question de sa propre place. Quelque part, qui suis-je pour avoir cette envie de détruire quelque chose qui profite et quelque chose qui fait la base, qui fait le lien entre des groupes, qui permet à des groupes de pouvoir avoir des affinités. Qui suis-je pour moi, individu, pour vouloir introduire de l'instabilité, introduire du jeu, introduire quelque part du chaos là-dedans. Quel est réellement l'intérêt de toute entreprise de destruction, plutôt de déstructuration? En quoi est-ce une bonne chose, si on doit réfléchir encore une fois en termes binaires, mais c'est quelque part le travail comme je fais de la sélection, comme je fais de l'autocensure, je suis obligé de ne pas m'attaquer frontalement aux choses les plus évidentes, mais vous m'aurez compris, je pense, ceux qui m'écoutent, qui sont arrivés jusqu'à ce stade de l'écoute, peuvent un peu deviner de quoi il en retourne. Mais il y a des gens qui transgressent et ça leur coûte rien. Ils transgressent l'espace de l'autre. C'est tellement facile de dire que l'autre, il est comme ça, il est évident, et l'autre est l'élément, et l'adversaire, l'autre est le mauvais, l'autre est ceci et cela. Et tout ce qu'il prône, toutes ces références sont viciées, sont mauvaises. Tout ce dont il peut se réclamer est par essence mauvais. Il est facile de dire cela quand on ne risque pas l'excommunication, l'excommunion, et non pas l'excommunication. Et donc, quand on risque pas de sortir de sa communauté, il est facile à partir de sa communauté d'origine d'aller transgresser l'espace, la représentation d'autrui. Mais donc, moi, si je le fais, je risque plutôt concrètement. Comment dire, je donne des arguments à certains pour pouvoir me toucher d'une façon que je ne désire pas vivre. Il est passé le temps à recherche de la confrontation. C'est juste que l'idée de parler de la transgression, comme je voulais faire un blog il y a très longtemps que j'avais intitulé Les transgressions impossibles, peut-être même sans point d'interrogation. Et quelque part, c'était pour avoir un lien avec ce blog qui n'a pas pu se développer, qui est resté à la phase du titre. Mais il y avait mais par rapport à l'orientation au niveau de la recherche historique et de la recherche tout court, il restait
toujours cette histoire de vouloir, par la recherche, essayer de toucher à des choses fondamentales, pour essayer de voir les contradictions qu'il puisse y avoir. Et donc, pour essayer de casser des consensus, d'ébranler des convictions, mais quelque part de dire que les choses ne sont pas aussi parfaites qu'elles puissent sembler, il y a une remise en cause à faire, mais une remise en cause profonde, traumatisante presque. Il y avait quelque part, j'ai pas réussi à m'émanciper de ce désir-là, et donc j'ai poursuivi la quête de cela à travers plusieurs sujets de recherche, et donc j'ai échoué à mener cela jusqu'au bout, malheureusement, et quelque part, je n'arrivais pas à trouver, à élaborer un discours propre. C'est toujours cette absence d'un discours propre qui m'a empêché de faire de la recherche. Je voulais aussi m'attaquer à l'idée de thèse, et non pas thèse dans le sens une, une thèse à défendre, et pas dans le sens d'un sujet pour lequel j'aurais eu recours à la compilation, mais je voulais avoir un sujet original à traiter avec des propos qui soient un peu particuliers, qui soient des propos qui permettent le débat, qui permettent la controverse, avoir une thèse controversée. Et c'est cela qui aurait été intéressant, et non pas une thèse quelconque, presque dès le départ vouée dès le départ orientée vers un certain consensus. C'est essayer d'aller vers le déconsensus, hein, vers les éléments les éléments qui interpellent par leur pouvoir de comment dire qui introduisent du mouvement, là où quelque part les choses semblent fonctionner de façon presque cyclique, sans à-coups, sans accident, sans perturbation. Introduire un peu de la perturbation, introduire du non-convenu. Et donc, la démarche transgressive à travers la recherche n'a pas abouti, ce qui fait qu'il reste encore à trouver encore un compromis à élaborer avec cette recherche historique pour essayer de trouver un sujet qui puisse, je suis encore avec cette idée du tropisme, et tropisme par rapport à une certaine orientation, tropisme par rapport donc à cette orientation presque réflexive, presque du domaine pas de l'instinct, mais du domaine les réfléchir, de les raisonner, par rapport à certains éléments culturels, certains communs, et qu'il faut absolument s'attaquer à ces éléments-là parce qu'ils sont porteurs d'une contradiction. C'est à un moment donné voir en face la contradiction ou les contradictions opérantes, pas les contradictions dépassées, mais ces contradictions qui créent encore un sentiment de malaise. C'est pas comment faire face à un sentiment de malaise quand il s'agit de se réclamer de ce monde, se réclamer, se dire membre, contributeur de ce monde, par l'apport de tout un tas d'éléments majeurs ou
ou moins majeurs, mais des éléments importants qui ont orienté la recherche ou qui ont orienté la connaissance humaine et qui ont été des avancées importantes dans toute cette histoire un peu cumulative, un peu qui fonctionne par rapport consécutif. Et donc, quelque part, il y a une couche qui s'appelle les contributions venant des territoires de l'islam. Et quelque part, il y avait, mais à travers ces quelques éléments, souvent il y a un discours où il y a la production d'un référent civilisationnel qui lui touche, qui lui est généralisable à tous les pays d'islam et quelque part il sert de légitimité pour se réclamer du monde actuel, ce qui est à un moment donné peut sembler insuffisant, peut sembler problématique. Donc l'individu, ce n'est pas une histoire d'évolution, mais l'individu doit, parce il est en constante, jusqu'à un certain point, mais admettons cette hypothèse-là, il est en constante interaction avec ce qu'il apprend, avec ce qu'il a construit comme vision, comme approche des choses. Et dans ce rapport dynamique, ce rapport d'interrogation, il y a une certaine avancée. On avance, on réévalue les choses, on propose de nouvelles approches, de nouvelles possibilités, de nouvelles visions. Et c'est en cela, et souvent, donc, les visions s'enrichissent parce qu'il y a l'apport des... Il y a plusieurs apports, plus on vit plus il y a d'apports. À supposer qu'on acquiert toujours de l'apport. Il est possible qu'on passe par des phases d'endormissement et quelque part on n'acquiert plus rien. On a juste ce qu'on avait et puis cela évidemment finit par devenir assez peu conséquent. Et donc en supposant qu'il y a toujours un processus d'assimilation, d'appropriation et un processus de création de nouvelles approches, de nouvelles manières d'analyser, de manières de se comporter vis-à-vis d'un ensemble d'éléments donnés. Et donc, la transgression, ce serait quelque part ce qui paraissait comme motivant la transgression et quelque part se noie dans quelque chose, se dissout dans quelque chose de beaucoup plus important qui est quelque part la volonté non pas de transgresser des traditions, des modes de vie ou des modes de pensée, mais c'est de transgresser même l'appartenance, les éléments biologiques qui font qu'on appartienne à ce monde et que nos rapports à ce monde soient ces rapports que nous produisons tous les jours et que quelque part essayer d'aller vers bien sûr transgresser l'idée même de la centralité, de la place de l'homme, transgresser cet anthropomorphisme, cette vision centralo, je ne sais pas quoi, et quelque part réduire la place de l'homme dans à un moment on disait la création, et quelque part le réduire à sa place réelle. Bien sûr, il est une espèce dominante, mais peut-être qu'il y a des espèces dominantes aussi. Les bactéries on pourrait très bien les considérer comme des espèces dominantes, les virus aussi.
de par leur étendue, par le fait que nous sommes aussi des porteurs, nous sommes aussi des ensembles, nous sommes aussi, comment dire, habités par les bactéries, nous sommes aussi des moyens, des véhicules pour les bactéries, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir se reproduire. Et donc, la frontière entre ce qui est spécifiquement humain et ce qui ne l'est pas est une frontière fictive. Nous avons aussi une approche fictive de ce qu'est notre organisme, notre individu. Nous sommes aussi une sorte de somme de tout un ensemble d'êtres vivants, parce qu'ils sont vivants, et qui interagissent pendant un certain temps pour permettre à un autre être, appelons-le comme ça, de continuer de continuer d'exister sur le plan de la sur le plan comment dire de la ce qu'on appelle la vie ou la vivance ou étant donné que même le plan, deuxième plan, puisqu'on fonctionne comme ça, et que peut-être qu'il y a un troisième ou quatrième plan, mais que nous voyons toujours les choses en deux termes, en deux temps, vie et mort, et que peut-être il y a d'autres dimensions, d'autres plans. Et donc, quelque part, l'idée qu'il puisse y avoir la vie et la vie, ce que nous appelons la vie, est évident, c'est une approche qui peut être sujette à débat, mais ce que nous appelons la vie est valorisé et par rapport à ce qui est considéré comme la mort. Et dans un mouvement de transformation, dans un mouvement perpétuel, le sera-t-il toujours? En tout cas, j'utilise les termes qui sont à ma portée, à dire de mouvement perpétuel de passage d'éléments d'une configuration à une autre. Les éléments qui nous constituent peuvent, à notre mort, à l'occasion de notre mort, changer de configuration, prendre d'autres chemins, se combiner avec d'autres éléments, et que quelque part, la mort ultime, l'extinction n'est pas une réalité physique, ce n'est qu'une façon que nous avons de réagir à cette transformation, à ce changement presque, j'allais dire, d'optique. C'est une illusion d'optique. Comme nous ne pouvons pas voir ce qui est de l'ordre du micro, et nous sommes liés à nos possibilités physiques et nos capacités et nos limites. Et donc nous voyons un élément, et quand cet élément se transforme, se métamorphose en quelque chose d'autre, sur une autre échelle, ou sur notre échelle, ou sur... nous ne pouvons pas... nous pensons que c'est fini, il n'y a réellement pas de fin, et que peut-être il n'y a pas eu de début, il n'y a pas de fin, encore toujours ce rapport binaire, et cette vision qui veut qu'il y a un départ, qu'il y a une arrivée, que tout est régi par un mouvement pendulaire, un mouvement, et qu'en fait, hors de ce mouvement-là, rien n'est concevable. Et peut-être l'ultime travail de transgression, ce serait de sortir de soi, dans ce rapport à soi très, très contraint, dans le sens où les réactions que nous avons par rapport à ce que nous estimons comme important par ces catégories, par cette vision autoréductrice, nous avons une approche qui veut que
il y a la réussite, il y a l'échec, il y a peut-être aussi les demi-réussites, les demi-échecs, mais que fondamentalement, pour justifier de sa vie, de se justifier il faut avoir un certain euh, il faut réaliser certaines choses, la réalisation étant le but ultime de, de notre, de notre le désir réaliser, se réaliser. Et, et, et donc, dans une quête presque jusqu'à la fin, une quête de satisfaction, quête une quête de je me déconcentre, une quête de jouissance même, puisque finalement euh, c'est être capable de jouir de soi, des autres, de ce qu'on a accumulé, être capable de se penser dans une bonne interaction, dans bon rapport à son entourage et son environnement. L'idée est qu'il y a des éléments qui matérialisent la bonne vie et que ces éléments-là sont évidemment à, à avoir. Nous devons avoir. Et même quand il s'agit de parler de l'être, c'est encore une autre façon de parler de l'avoir. C'est encore une fois cette fausse dualité que quelque part il puisse avoir de l'être qui est supérieur à l'avoir, qu'il y a un territoire qui est beaucoup mieux qu'un autre. Quelque part, ces deux éléments sont les deux faces d'une même réalité. Dans l'avoir, il y a de l'être. Il n'est pas possible à quelqu'un qui se réclame de l'être de refuser tout ce qui touche à, comment dire, à la récompense. Il n'est pas possible de refuser d'être considéré, de refuser d'avoir une place. L'affirmation, comment dire, le besoin d'assurer ses arrières, le besoin de se rassurer, le besoin de trouver des alliés, de trouver des correspondants, de trouver des, des proches, de la proximité, fait que ça passe aussi par, c'est peut-être du domaine de l'être, mais ça passe aussi par l'avoir, avoir quelque chose à donner pour pouvoir être, avoir un pouvoir, les moyens d'échanger avec les autres, quels que puissent être ces moyens-là. Donc, évidemment, il n'y a pas de transgression heureuse parce qu'il y a, en fin de compte, il n'y a même pas de quoi avoir envie, il n'y a même pas à transgresser, hormis ce jeu qu'on fait avec soi-même et quelque part sans dans le confinement de notre intimité, de notre intériorité. Ces dépassements qu'on fait, ces va-et-vient entre un monde euh, bien convenable et un univers de une sorte de comment dire de laisser aller un monde qui serait celui euh, l'affranchissement, s'affranchir un peu d'un certain nombre de règles en sachant que ce n'est qu'au niveau
au niveau fantasmagorique et que quelque part il n'y a pas de risque d'être découvert. Ces transgressions-là sont évidemment des transgressions en toute discrétion, en toute intimité. Mais évidemment, quand on veut parler de quelque chose et que c'est comme si on voulait faire une course et que quelque part on devait se priver de ses membres. Une course sans les membres inférieurs est par essence une non-course. Donc quand on fait de l'amputation, quand on veut parler d'un sujet, on refuse dès le départ de s'attaquer à ce qui constitue peut-être la substance, en tout cas, toute relative. Tout est relative, relatif. Il n'y a rien qui soit totalité, il n'y a rien qui soit, il n'y a rien qui soit prépondérance. Il n'y a que des, il n'y a que donc quand on se prive de cela, mais d'un autre côté, c'était des désirs de transgression tellement anciens que le fait que ça aurait été de les rendre publics n'aurait pas été d'un grand intérêt, puisque ce ne sont que il y a quelque part dans la vie d'un certain nombre de gens une certaine laïcisation. Il y a déjà la pratique d'une certaine désacralisation. Il y a un rapport au sacré qui est un rapport très, très lâche. Il y a beaucoup comment dire, de travail, euh, j'allais dire, pas de compromis, mais on s'arrange avec ce qui est le sacré, on transgresse de plein de façons, à condition que cela n'a pas de conséquences, parce que cela reste du domaine euh, du domaine intérieur, et où ce n'est pas les transgressions se passent sans témoin. En l'absence de témoin, il n'y a pas une réalité effective, il n'y a pas d'effectivité de la transgression. La transgression a besoin de se produire dans un espace public, a besoin d'être exposée, d'être montrée. Et si elle se produit de façon invisible, de façon discrète, ou aussi discrète que possible, elle n'a pas vraiment la prétention à ce statut de l'élément transgressif. En tout cas, ça a été difficile. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, ce truc. Fondamentalement, le thème de la transgression est un thème qui peut-être qui trouvera un écho chez beaucoup de gens, qui a obligatoirement une certaine actualité. Et donc, quelque part, il est possible de s'interroger chacun de son côté pour voir s'il y a réellement un besoin de transgression, si ce besoin est d'actualité ou pas, si réellement ça vaut le coup de transgresser, ça vaut le coup de, de sortir, ça vaut le coup de s'opposer, ça vaut le coup de clamer sa différence, si en échange il y a si on échange, est-ce que la liberté, ça doit obligatoirement rimer avec solitude? Et euh, dans un espace de privation de liberté, la plus grande
cause de souffrance est la solitude. On peut être privé de liberté, mais à plusieurs. Et quelque part, une liberté qui est réellement, au niveau concret, c'est une liberté, mais une liberté euh, vécue dans la solitude n'a pas de sens. On a besoin d'avoir, de partager, euh, de garder contact, de garder lien avec les autres. Et, euh, et en France, il n'est pas possible de faire cela parce que pour l'instant, il n'y a pas de travail. Il est, et pour l'autre, il est encore question, pas d'étranger, mais question d'exotique. Il y a un côté exotique. Et le jour où on sera passé à un autre rapport, pourra peut-être parler réellement de ce que nous sommes, de ce que nous avons été. Et donc, ce n'est pas réellement, la France n'est pas réellement le pays pour pouvoir quelque part élaborer des manières ou élaborer, créer de la matière pour pouvoir enrichir sa vie, répondre à ses interrogations, pour pouvoir apporter de la matière à l'édification de cet espace à soi et qui obligatoirement doit rester en connexion avec l'espace commun. Mais c'est un pays où chacun est dépositaire, chacun est propriétaire d'un espace à soi, une parcelle. Et chacun est quelque part se défend sa parcelle, son territoire. Et, et donc il n'est pas possible de voir venir le jour où tous les murs tomberont, toutes ces barrières héritées de nos histoires et de nos conflits et de nos rapports difficiles. Et donc, il faut accepter de vivre dans une époque qui n'offre aucun moyen d'échapper à l'incertitude, à l'éna, d'échapper à l'incertitude, d'échapper à presque j'allais dire à l'incohérence. Nous devons rester producteurs d'un discours ou d'un désir contradictoire euh, avec des éléments épars, des éléments qui n'ont pas de correspondance bien nette et devons vivre cette période difficile. Peut-être que les générations à venir auront peut-être une meilleure approche des choses, auront établi cette jonction les uns avec les autres pour, un, euh, pour peut-être une communauté de vues, quelque chose qui permet à tous d'exister de façon pleine et sans qu'il y ait ces besoins de transgression quelque part inutiles. Il y aura toujours peut-être des territoires ou des éléments à transgresser, mais fondamentalement, il y a des transgressions qui sont largement sans objet presque, n'ont pas d'utilité en tant que telles. Et voilà. Et vas-y, stop cette pseudo, je ne sais pas quoi. Je suis dans le pseudo-discours et le pseudo euh, créer des formules. Je n'arrive même pas à transgresser les formules toutes prêtes, quelque part, à la réutilisation et l'appropriation de pensées, de catégories
je n'existe pas dans ces mots, je n'ai pas de spécificité. La vraie déroute dans cette histoire de transgression, c'est cela. C'est parce que je n'ai pas réussi à élaborer un langage propre, une manière de penser propre, une manière de raisonner propre. Tout est quelque part le fruit d'emprunts divers. Je suis un emprunteur, un collectionneur, un compilateur, et quelque part dans cette optique-là, je ne peux prétendre à aucune création, à aucune singularité. Je suis quelque part un bon élève, je reproduis ce qui est à ma disposition, mais un bon élève, c'est celui qui répond comment dire, avec les éléments qu'on lui donne, alors que il y a une autre catégorie, celui qui n'est pas du tout un élève, qui ne se situe pas dans 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 ce cadre contraint, quelqu'un qui ne cherche pas à être soit qui ne cherche pas la récompense, qui ne cherche pas même pas euh, à plaire ou à déplaire, quelqu'un qui hors de ce cadre-là trouve sa voie. Il n'est pas possible de rester toujours l'élève bon ou mauvais. Il faudrait passer à un autre stade qui est le non d'affirmer le non-besoin du savoir en tant que tel et, et que le seul savoir peut être valable est celui qui permet de faire face d'une façon, d'une façon la plus complète possible, la plus intéressante possible aux défis qui naissent des rapports, rapports avec soi-même, des rapports avec l'entourage, de toutes ces petites choses qu'on n'arrive pas à réaliser, qui n'ont rien à voir avec la culture ni avec l'intelligence, mais qui ont à voir avec certaines conditions particulières. Certains sont doués de la capacité de bien exister et d'autres sont plutôt prisonniers d'une certaine indétermination, d'une certaine incapacité à bien s'exprimer dans le monde. Voilà, j'ai fini, j'arrête.